Donc, j'ai rencontré notre prochain présentateur dans un cours de communication. Étrangement, c'est moi qui parle aux étudiants. Donc, c'est donc à mon tour de l'inviter à vous parler. Il s'agit d'Emmanuel Choquette, professeur au département de communication de l'Université de Sherbrooke et spécialiste en communication politique. Aujourd'hui, il nous indique comment, en politique, l'humour, c'est du sérieux. Bonne présentation. Un, deux, test. Merci beaucoup. Merci, Alexis. Bonjour, bonsoir, tout le monde. Vous savez, en humour, on commence souvent comme ça. On va le faire de même. Ça va bien? J'ai rien entendu. Ça va bien? OK, là, on commence. Avertissement, tout d'abord. Un premier avertissement. En fait, c'est une demande spéciale. À toutes les fois que je vais dire le mot humour, à toutes les fois, je veux que vous leviez une main, n'importe laquelle, mais comme ça, OK? Ça marche? On va faire un premier test, OK? Avec un second, comme dit si bien Jean-René Dufort, avertissement. Humour, oh yeah, n'égale pas rire, d'accord? C'est pas systématique. D'une part, si c'était tout le temps, si c'était systématique qu'humour égalait rire, à toutes les fois, ma joke fonctionnerait. Or, ce n'est pas le cas. Si, des fois, je me plante, est-ce que ça veut dire que c'était pas de l'humour? Pas nécessairement. Ça peut être, des fois, autre chose, mais des fois, ça peut être un discours humoristique. C'est tout à fait possible. Passez proche. Passez proche. Mais il y a d'autres raisons aussi. Il y en a une autre en particulier, c'est que parfois, l'humour, merci, sert à faire réfléchir. Il sert à faire même participer. Pensons par exemple au Québec. Un groupe d'humoristes ont été super populaires, qui a mis fin récemment à sa carrière, les apartistes. Une des raisons pour lesquelles ils faisaient du stand-up et des spectacles d'humour, c'était bien sûr parce qu'ils militaient notamment pour l'indépendance du Québec, mais aussi pour une justice sociale, etc. Alors, il faisait, oui, bien sûr, de l'humour, mais au-delà de ça, il militait. Donc, humour n'égale pas rire. Maintenant, la question à beaucoup de dollars, il est de savoir, c'est la question de savoir, est-ce qu'il existe un pouvoir de l'humour? Ça, c'est une question à laquelle on va tenter de répondre dans les prochaines secondes. Premièrement, quand on parle de politique, on parle évidemment de pouvoir. Et si, par exemple, on cite DeLwitt dans ce cas-là, avec un pouvoir interactionniste, ou d'autres qui vont penser à une espèce de pouvoir attribué, ça serait donc que d'une certaine façon, le pouvoir est une interaction. On accorde du pouvoir à des personnes, on leur donne l'opportunité de faire des choses en notre nom, de décider pour nous, etc. Donc, il y a une interaction dans le pouvoir. Puis en même temps, il y a une attribution. C'est donc dire, si quelqu'un a un pouvoir, je lui attribue ce pouvoir. Et peut-être que d'une certaine façon, collectivement, on peut l'enlever, ce pouvoir-là. Peut-être quand il va trop loin. Pensons par exemple quelque part aux États-Unis, là, en ce moment-là. Hein? Il y a des tensions. Donc, est-ce qu'il y a des fois des brisures, des cassures? On le voit, le pouvoir politique, à quel point, des fois, oui, c'est sérieux, mais comment est-ce que l'attribution se joue? Et tranquillement, on peut dire qu'en termes d'humour, il y a un pouvoir interactionniste. Oui, parce que vous attribuez, d'une certaine façon, l'opportunité à quelqu'un de rire de vous, de rire de moi, de rire de nous, mais en quelque part, il faut que ma blague soit efficace pour que, bien sûr, ce pouvoir attribué soit efficace et déclenche potentiellement le rire. Mais aussi, c'est ce qu'on appelle le contrat humoristique. Oui, Patrick Charaudot, brillant chercheur, a pensé à ça, mais Emmanuel Choquette aussi a pensé à ça dans une de ses nombreuses extraordinaires études où il a pensé justement à cette question de contrat humoristique. Jusqu'où aller trop loin? Dit d'une certaine façon Patrick Charaudot. Et c'est là où il y a un lien très, très clairement politique avec ce personnage qu'on a vu au début. Qui est-il?
Le fou du roi, absolument. Et c'est pas juste un personnage de Tout le monde en parle, c'est une personne, bien sûr, issue notamment du Moyen Âge, qui a continué pendant plusieurs années, mais cette personne-là a un pouvoir politique d'une certaine façon, parce que c'est la seule personne qui, à travers l'humour, avait le droit de critiquer le pouvoir, avait le droit de non seulement critiquer le pouvoir, avait le droit de se moquer du roi, avait le droit de se moquer du pouvoir, mais évidemment, il fallait que le contrat soit entendu et que ce soit efficace. Parce qu'une blague un petit peu trop salée pouvait lui coûter un peu un membre, à la limite. Donc, vous comprenez que le contrat, il faut le maintenir en vie et c'est extrêmement délicat. Ça nous amène à l'humour, son lien clairement politique et au vivre ensemble. C'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que l'humour nous permet, vous êtes bon et bonne, c'est incroyable, jusqu'à quel point est-ce qu'il nous permet de garder ce lien, ce contrat social, un autre lien très clairement politique avec Jean-Jacques Rousseau. Donc, jusqu'à quel point est-ce que ce contrat social, il peut être alimenté par l'humour? Parce que l'humour, comme dit Robert Aird, c'est le miroir de la société. Ça veut dire que l'humour nous permet de parler de nous. Le discours humoristique nous permet de voir, de reconnaître le monde qui nous entoure et peut-être aussi de créer une espèce de rapport majoritaire, minoritaire, de qui on va rire, de qui on va pas rire, de qui on a le droit de rire. Ça change bien sûr avec le temps. Et c'est un peu ce qu'illustre dans ce merveilleux tableau John C. Mayer qui dit que d'un côté, l'humour peut unir, c'est-à-dire que l'humour peut faire en sorte que l'on va se retrouver. Oui, lâchez pas, hein, vous allez avoir fait d'exercice, c'est super. Donc, le discours humoristique peut nous unir parce qu'on va s'identifier. On va se dire à travers une blague, « Ah, je me reconnais là-dedans. Je sais ça, j'ai tellement vu ça plein de fois, tout à fait. Rien de mieux qu'une bonne joke pour nous rejoindre, etc. » Absolument. Mais d'un autre côté, il est possible que l'humour divise. Il est possible qu'il alimente des tensions, des préjugés, qui stéréotypisent aussi. C'est possible, et de façon négative. Donc, avoir des repères, mais qui parfois font en sorte que, OK, cette blague-là, plus en 2025. D'accord? Ça, c'est aussi probablement une perspective profondément politique et qui divise. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux sont possibles en même temps. D'accord? Et on peut se poser la question, par exemple, au Québec, quand on rit, de qui on rit? Alors moi, j'ai fait ça, exemple, avec... C'était un échantillon de 76 vidéos qui parlaient de diversité culturelle et religieuse entre 2006 et 2018, où l'objet principal de ce numéro d'humour était de traiter de la question, oui, il ne faut pas lâcher, de la question de la diversité culturelle et religieuse. Et de qui on riait? Essentiellement la communauté musulmane qui était la cible des principales cibles. Et si j'avais ajouté le mot arabe, là, j'aurais été stratosphérique, vous comprenez? Et la plupart, pas la plupart, mais une bonne partie des gens qui faisaient des blagues là-dessus étaient issus de la communauté. Donc, pour certaines personnes, on va dire que c'est de l'autodérision. On peut aussi se poser la question, oui, mais quand même, est-ce que ça alimente un stéréotype négatif? Peut-être. La réponse n'est pas si claire que ça. Et d'une certaine façon, la fameuse question que je disais tout à l'heure, jusqu'où aller trop loin, quand par exemple on va se moquer de certaines personnes, de certaines communautés, de certaines caractéristiques, c'est pas l'idée de se censurer d'une certaine façon, mais c'est l'idée de savoir qu'il y a là-dedans, dans l'humour, toujours un ratio, un équilibre qui fait en sorte que le contrat humoristique va survivre, on pourrait dire, passer le test. Et là, on a celui notamment, puis il y a plusieurs théories de l'humour. Mais on va dire, pour qu'une bonne blague fonctionne, pour que le contrat puisse fonctionner, on devrait se retrouver dans cette zone-là, qui est la violation bénigne. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de la violation bénigne. Donc, je fais une blague, mais si la blague, il n'y a absolument pas grand-chose là-dedans, il n'y a rien de choquant ni de surprenant, je suis strictement dans le bénin. Mais si parfois je vais trop loin et que je brise un peu le contrat, là, je suis dans la violation. L'objectif, évidemment, on comprendra que ça joue
en fonction des contextes, des situations. Il y a un paquet d'éléments, de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on va essayer de garder cet équilibre-là. Et je peux vous dire que l'objectif de bien des humoristes, c'est de garder cet équilibre. Alors, on revient à la fameuse question. L'humour. L'humour. L'humour a-t-il du pouvoir? Je vous laisse répondre à la question. Je vous remercie. Et ça, c'est une photo de moi que je trouvais un peu rigolote. Merci. Ça fait étirer mes coutures de veston. Est-ce qu'on a des questions pour Emmanuel? Oui, Pierre. Monsieur. Oui. J'aimerais ça vous avoir comme prof. Merci. Est-ce que le fait qu'on a beaucoup de régimes ou de politiques totalitaires, et nos voisins du Sud, Ouais. il n'y a pas une répression de l'humour? C'est-à-dire que le roi ne fait pas sauter les têtes trop souvent? Oui, c'est le risque, tout à fait. On le dit toujours, hein, une des victimes premières des pouvoirs autoritaires, des pouvoirs totalitaires, c'est la liberté d'expression. Alors évidemment, lié à la liberté d'expression, il y a des blagues, celles qu'on fera ou qu'on fera pas. Hein, tout à fait. Alors c'est sûr que ça, et en particulier celles qui touchent le pouvoir. Alors, évidemment, sur le plan humoristique, c'est pas rare qu'on va voir, par exemple, aux États-Unis, Saturday Night Live, on va voir les Late Show, plusieurs, donc, émissions d'infodivertissement qui vont se moquer du pouvoir. L'objectif, c'est de faire en sorte, d'une certaine façon aussi, d'alimenter des critiques, etc. Donc, il y a comme on passe par l'humour pour essayer de critiquer indirectement, puis des fois directement le pouvoir. Puis évidemment, dans le cas de Donald Trump, par exemple, pour ne pas le nommer, c'est pas le genre de numéro qu'il apprécie particulièrement. Merci. Marjorie, une question? Okay. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Puis la dire haut et fort. Oh, Julie. Pour revenir au contexte politique, un peu, comment est-ce que ça peut s'utiliser? Est-ce que ça s'utilise en fait justement dans les conseils municipaux, dans la Chambre des communes ou dans les institutions politiques, et comment? Répétez la question, s'il te plaît, Emmanuel. Oui. Donc, elle a demandé comment ça se manifeste, l'humour, dans les institutions politiques, par exemple. Ça, la réponse est un peu complexe, mais je vais essayer d'y aller très, très, très succinctement. Primo, on a plusieurs exemples d'humour. Prenons simplement, si on regarde la période de questions, il va y avoir beaucoup de moments où on va faire des blagues dans des contextes parfois tendus aussi. Alors évidemment, l'objectif de l'humour, de détendre l'atmosphère, etc., il est atteint. Des fois, on a des blagues où, tout à coup, ça va aller un peu trop loin. Et là, le fameux contrat, il n'est pas nécessairement respecté. J'ai en tête, en particulier, 2012, printemps 2012, hein, le printemps érable, manifestation étudiante, etc. Il y a Jean Charest qui est dans un congrès au Palais des Congrès. Et il va faire des blagues sur le fait qu'il y a un projet de développement dans le Grand Nord. Et il va dire aux manifestants, si vous cherchez une job, essayez d'en trouver. Il y en a dans le Nord, si possible. Donc, pour envoyer les manifestants au moment même où il y avait des grosses manifestations et des balles de plastique qui étaient tirées et des gens blessés. Alors, ça n'a pas été super bien reçu collectivement. Ça a joué un rôle plutôt négatif. Alors, c'est tout à fait possible, mais ça dépend où, le contexte, etc. Mais c'est très, très présent, oui, oui. On a le temps pour une petite question. Émilie? Selon toi, c'est quoi la meilleure arme à utiliser contre quelqu'un qui va faire ça du mot dans un contexte politique? Comment répondre à cet humour? Juste répéter la question encore une fois, s'il te plaît. Comment répondre à quelqu'un qui fait un humour dans un contexte politique? En communication politique, c'est pour ça que je disais que la réponse, elle est complexe, parce qu'en communication politique, il y a plusieurs facteurs. Il y a qui livre la blague. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est comment est-ce que la personne qui répond, elle est habilotée à répondre avec humour, et comment est-ce que cette personne-là qui est habilotée à répondre avec humour est capable de formuler une blague ou une réponse humoristique qui fonctionne. Je vais faire le parallèle tantôt avec le contrat attribué. Si le contrat attribué
si, par exemple, on ne s'attend pas à ce que cette personne fasse des blagues dans les circonstances, on va très mal recevoir ça. Si c'est permis, si on voit que ça fonctionne, la personne qui va répondre, si elle est en mesure de le faire, pourra répondre. Mais il faut qu'elle soit consciente, cette personne-là, non seulement de est-ce que c'est le bon timing, hein, le timing is everything en humour, mais jusqu'à quel point est-ce que moi, ça fonctionne si je fais une blague. Une dernière petite... par rapport à ça, bien, on a peut-être certains politiciens ou politiciennes en tête qu'on sait que quand ils font une blague, ça fonctionne assez bien. Puis dans d'autres cas, ça ne marche pas. On dirait il a l'air coincé. Mais il est peut-être pas mieux de faire de blagues, du moins, peut-être mieux de garder son style plus simple. Ça dépend des individus, vraiment. Oui, il faut que oui, ça te prend un sens de la répartie. Mais ça, c'est vrai que les politiciens et les politiciennes, ils ont souvent le sens de la répartie. Ils sont bons là-dedans. Un grand merci, Emmanuel. Merci.